Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h01 aujourd'hui ici à Dainville. On a la chance d'être reçu par Mabrouka Difala, colistière ici dans le département, avec un conseiller régional sortant, Simon Jomard. Merci Simon, merci de nous recevoir ici dans la boulangerie favorite de Xavier Bertrand, si j'ai bien compris, c'est ça? Exactement, avec cette fameuse baguette Nigel, sa baguette préférée. Voilà. Alors, une boulangerie, on va pouvoir parler artisanat, PME, formation, proche emploi. Proche emploi et du recrutement. Voilà. Et puis tous les thèmes que vous voudrez aborder, on est à votre disposition pour les questions. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir Thierry qui m'accompagne pour mener la petite discussion. Thierry nous suit dans toutes nos pérégrinations dans les Hauts-de-France. On était à Hasbrook cet après-midi, on était le 3 mai à Maubeuge pour le lancement de la liste. On est au lendemain, comme vous le savez tous, du premier tour. On se mobilise jusqu'au bout pour le deuxième tour le 27. Il ne faut pas baisser la garde. La campagne continue. Il faut faire valoir nos idées, notre projet et se battre pour vous. Alors, je vais commencer à ma droite. Ici, on est donc dans un village, petite ville, 5000, 5500 habitants. 7000, un peu plus de 7000 habitants. Près d'Arras. Près d'Arras. Voilà. Exactement. Et toi, tu t'es installé il y a 5 ans, c'est ça? Tu emploies 6, 7... Avec moi, 7, dont un apprenti. 7 personnes. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi? Pourquoi tu t'es engagé derrière Xavier Bertrand dans cette équipe qui porte un projet qui est avant tout de se battre pour vous, pour tous? Alors, vous savez, un homme qui a pris le temps d'appeler une petite boulangère de Dainville, seule avec 5 enfants, travaillant 15 heures par jour, et pour s'en sortir économiquement parce qu'elle a créé son entreprise, déjà c'est pas tout le monde qui fait ça. Excusez-moi, oui. C'est quand même un président de région qui m'appelle et qui me dit bon bah voilà, parce que par le biais justement d'un article sur Arras Métropole, donc apparemment quand il a lu l'article, il a apprécié, et puis voilà, il a voulu en savoir plus sur cette petite boulangère, et puis il a pris le téléphone. Et puis voilà, il m'a écouté, il a voulu savoir mon parcours. Ouais. Et pour lui, c'était un parcours atypique. Voilà, moi, vous savez, moi je suis partie d'absolument rien. Vous comprenez? Donc, tu es née dans la région? Non, je suis née en Tunisie. D'accord. Je suis arrivée, j'avais 6 mois en France. Ouais. J'ai été naturalisée, j'avais 12 ans. Et puis bon, par la suite, je me suis retrouvée donc, SDF à 19 ans, sur Paris, dans les rues de Paris, dans le 11e. Et pendant 2 ans, pratiquement 2 ans, j'ai eu mon fils d'ailleurs. Et puis quand j'ai eu mon fils, je l'ai eu entre guillemets dans la rue. J'étais dans un centre, hébergé dans un centre maternel dans le 13e arrondissement de Paris. Et puis ensuite, j'ai rencontré donc, le papa de mes 4 autres enfants. Ouais. Voilà, qui était lillois. Donc je me suis installée maintenant, ça va faire presque 20 ans, dans les Hauts-de-France. Et à vrai dire, je ne saurais plus jamais repartir. Paris, pour moi, c'est... Voilà. Et donc j'ai été installée sur l'île et ensuite sur Hénin-de-Malmaison. Et puis voilà. Et malheureusement, la vie a fait que je me suis séparée du papa de mes enfants. Donc je me suis retrouvée toute seule avec 5 enfants. Sans travail au RSA, voilà, j'avais vraiment rien, quoi. J'avais rien, il n'y avait pas de sous dans le compte, j'avais pas. Et il aura fallu que mon frère subisse un divorce sur Paris. Je l'ai hébergé à la maison et mon frère est boulanger. Et ça faisait 25 ans, donc il avait son affaire. Pas à cause de son divorce, il a dû vendre donc sa boulangerie. Et là, tu t'es lancé. On s'est lancé, enfin voilà, je me suis lancée, mais autour d'un café. Mais ça a été très compliqué. Et de là, mon grand frère me dit,
écoute, qu'est-ce que t'en penses? On va aller comment dire, visiter des boulangeries, etc. Bon, c'était bon enfant hein, à la base. Et j'en ai visité plusieurs. Et un jour, je suis arrivée à Dainville, puis je l'ai regardé, je lui ai dit, il me la faut, cette boulangerie. Je sais pas, hein, je suis pas boulangère, je suis pas pâtissière. C'est celle-là qu'il nous faut. Ouais, mais t'es une bosseuse. Oui, mais pas d'argent, on n'avait rien. Comment on fait? Donc moi je suis optimiste, donc je me dis bon, on va faire un dossier, etc. Comme toi tu es boulanger, peut-être parce que le fonds coûtait 30 000 euros. Donc je dis bon, 30 000 euros, ça pourrait le faire. Là, toutes les banques m'ont fermé la porte, m'ont dit non, mais ça va pas, madame, vous êtes au RSA, vous pouvez pas. Je dis non, c'est pas possible. Ça, c'était quand? Il y a combien d'années? C'était en 2016. D'accord. Et puis j'ai les anciens propriétaires qui me disent, ils voyaient que j'étais déterminée, que je la voulais, cette boulangerie, 30 000 euros, et puis ils vendaient les murs aussi. Mais bon, je n'avais pas les moyens. Si le fonds à 30 000 euros, les murs à 100 000, je ne pouvais pas. Voilà. Donc, et puis il y a Sylvie et Patrick, les anciens propriétaires, qui m'ont dit, tu sais quoi, Ouda, on va te faire une location-vente devant notaire. Et puis on te bloque les murs pendant 14 mois, comme ça te permettra de faire un bilan. Et puis bingo, de 70 000 euros de chiffre d'affaires, je suis arrivée à 240 000 euros. On m'a donné les murs, on m'a ouvert les portes et voilà, maintenant ça fait 5 ans. Ouais, et aujourd'hui, il y a combien d'employés? On était, alors au début en 2016, j'avais mon frère donc boulanger et j'avais une pâtissière à mi-temps. Et maintenant on est 7. Nous sommes 7 dont un apprenti. Donc tu t'es trouvé un emploi et t'en as créé 7 autres. Exactement, en 5 ans. C'est une vraie tranche de vie. Hein. Et aujourd'hui, mon chiffre d'affaires avoisine dans les 400 et quelques, 500 000. Bah, vraiment, et donc Xavier, tout de suite, oui, mais... il a été séduit par... Non, mais tu es l'exemple de... Voilà, c'est vrai que la région, c'est des gens comme toi. T'es vraiment... La société civile, c'est ça. Et cet exemple, on a envie de le transmettre aussi. Exactement. Et tu vas pouvoir... voilà, transmettre un peu ton exemple à d'autres, j'espère. Bien sûr, mais c'est... À la région. Bien sûr. Ça va être mon travail. Simon, des histoires comme ça, t'en connais beaucoup, toi. Je rappelle, hein, tu beaucoup les dossiers de formation, Voilà, donc moi je suis déjà élu sortant, donc conseiller régional depuis 2016. Et à côté, je suis cadre bancaire. Donc, je ferai peut-être un mot sur la partie bancaire, mais on va dire des success stories, parce que c'est un peu le terme, on n'en voit pas forcément tous les jours. Mais c'est aussi un exemple qu'on pourra voir pendant le mandat, des difficultés du début, parce que pas forcément beaucoup d'apports, les banques qui ferment peut-être les portes, etc. Le développement, tu n'étais pas nombreux au début en termes d'employés, tu as dû recruter, etc. C'est tout un exemple que tu as, qu'on pourra aussi développer par rapport au mandat, avec les difficultés des chefs d'entreprise. Et aussi sur l'artisanat, c'est quand même l'emploi non délocalisable, c'est très important d'en parler. Et nous, c'est pour recherche et le travail. Donc, tu es un exemple. Alors moi, je m'identifie un petit peu, parce que moi, je suis le dernier d'une famille de 5 enfants. Mes parents ouvriers, travailleurs, m'ont inculqué le goût du travail. C'est aussi pourquoi j'ai rejoint Xavier Bertrand. Alors déjà, le slogan au travail, déjà ça parle. Et c'est aussi la méritocratie, tout simplement. Le but de travailler, d'y arriver et de réussir à progresser dans la vie et obtenir ce qu'on souhaite par le travail. Et ça, c'était essentiel quand je me suis engagé auprès de Xavier Bertrand il y a bientôt de 6 ans. Donc c'est essentiel qu'on puisse en parler et voir tous les parcours et les parcours de vie. Toi, tu en as un exemple, mais j'imagine que tu as des collègues, des amis, entrepreneurs également, parce que tu as dû, te connaissant un petit peu maintenant et à la campagne, tu as dû construire un tissu de personnes autour de toi et des chefs d'entreprise qui ont des difficultés. Et pendant ce mandat, il faut qu'on arrive à les aider, à les accompagner. Et déjà, je pense, à faire mieux connaître les dispositifs de la région, parce qu'aujourd'hui... Parce que c'est méconnu. Hein. C'est méconnu. Parce que voilà, là, tu as parlé de ton parcours, mais est-ce que tu as eu l'aide de la région non, en 2007 Moi, personnellement, je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'il y avait des aides de la région. Je ne savais pas, donc j'ai fait tout toute seule. Donc, personne t'a accompagné. Donc, je ne parle pas de tes amis, de ta personne, famille. J'ai demandé d'aide à personne. Après, il faut savoir demander de l'aide. Mais c'est ça. Moi, quand je rencontre des chefs d'entreprise, dans tout le parcours d'une entreprise, que ce soit la création, les réussites, les échecs, c'est aussi de dire à un moment donné, j'ai besoin d'aide parce que des fois on est tout seul. Et c'est la problématique du chef d'entreprise, c'est qu'il est tout seul et à un moment donné, il est aveuglé
aveuglé par rapport à sa situation. Il y a aussi des dispositifs de la région qui disent par rapport à ça, on en parlait tout à l'heure, mais c'est quand même important à un moment donné d'avoir un coup de main et la région est là pour ça. À l'époque, en 2016, c'était un manque d'information, c'est-à-dire qu'on ne savait pas. Moi, je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir cette aide de la région. On passe à autre chose, on essaie de s'en sortir comme on peut. Et maintenant, c'est vrai que notre travail, c'est justement d'accompagner au maximum ces entrepreneurs qui ne savent pas justement, et éventuellement même pas les entrepreneurs, ceux qui pensent entreprendre, et puis les formations, les accompagner. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à une boîte un peu comme la tienne, ou une histoire comme la tienne? Comment on peut faciliter les choses? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut proposer? Qu'est-ce qui serait utile? Est-ce que c'est moins de paperasse? C'est plus d'aide financière? C'est des garanties bancaires? C'est-à-dire que là, au niveau des apprentis, c'est un peu compliqué. Là, c'est récent. C'est à nous maintenant de remplir les dossiers, etc. Je pense que ça peut, c'est contraignant pour un patron. Il n'a pas le temps, un patron. Il n'a pas le temps de faire son dossier. C'est un peu contraignant. C'est ce que j'allais dire, parce que moi je suis chef d'entreprise, tout le même travail. Quand on sait qu'on peut avoir des aides, c'est bien, mais quand on ne sait pas, demander déjà, ça coûte du temps. On est baladé, peut-être qu'on coche des cases, peut-être qu'on ne coche pas les cases. Et finalement, on n'a pas la certitude que ça vaut le coup de faire cette démarche. Donc est-ce que c'est pas aussi une question de communication? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues, Simon, au niveau de la région? On a accéléré la communication. Voilà. Après, ça passe par rapport, malheureusement, dans un premier temps, on a bouche à oreille, généralement. Après, on a tous les réseaux, alors je pense au réseau France Initiative, BGE également, qui transmettent les informations. Et souvent, ce qu'ils mettent en place, c'est des dispositifs région. À un moment donné, en bas à droite, il y a le petit logo région, mais il y a les chefs d'entreprise, ça ne savent même pas forcément que c'est la région qui l'a mise en place. Et après, on a lancé beaucoup de com quand même pendant tout mon mandat. Et l'accélérateur, ça a été quand même le Covid. On a lancé la plateforme Aide aux entreprises. Clairement, elle était très simple, c'est-à-dire vous cliquez, je suis artisan, j'ai un problème de trésorerie, bing, 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 toutes les solutions, mais pas uniquement région. Il y a des dispositifs régionaux, de l'État, etc. Et tous ces dispositifs étaient regroupés dans un seul site qui a permis quand même de faciliter les choses et de voir un peu plus clair sur les dispositifs qui existaient. Mais comme tu le dis, ce qui est important, et je pense qu'il faut réfléchir dessus, c'est l'aide, l'accompagnement des entreprises pour les dossiers. Oui. Un chef d'entreprise, il travaille 7 jours sur 7. Ouais. Alors, il y a parfois son dimanche après-midi ou son lundi matin. Et malheureusement, c'est ce créneau-là qui manque pour aller chercher des aides ou même être on va dire, un peu en règle sur les papiers, les documents mis à jour ou même parfois de la formation. Parce que le chef d'entreprise, il doit aussi apprendre à se former tout du long de sa vie. Et donc on accompagne également le chef d'entreprise sur l'accompagnement, sur les différentes étapes de la vie d'une entreprise. Et ça, c'est essentiel parce qu'un chef d'entreprise qui ne se forme pas au fur et à mesure, ça pose problème. On l'a vu là, en 2 ans, le monde a changé. Et même la région a mis en place des aides numériques parce que il y a des entreprises, même une boulangerie, ce qui se développe, c'est les commandes sur Internet, la réservation en ligne. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui travaillent tard, ils vont réserver leur gâteau, etc. Ils n'ont pas le temps d'appeler. Et la région a accompagné avec un dispositif pour la formation numérique et aussi les aides au niveau du numérique et le développement de la formation des chefs d'entreprise. Et ça, c'est essentiel sur l'ère de 2021 et tout du long du mandat avec le développement du numérique. Et pour information, la France est un des pays les plus à la traîne en Europe en termes de digitalisation de l'entreprise, notamment du e-commerce. Toi, tu aurais besoin d'aide un peu sur toute la partie justement digitalisation, Internet, réseaux sociaux, ou c'est des trucs que tu gères toi-même? Oui, non. Parce que je sais, tu es sur les réseaux sociaux? Oui. Moi, actuellement, c'est moi qui gère, il n'y a pas de souci. Ouais. Et des collègues ici, d'autres commerçants qui sont dans la commune, il y en a d'autres tu penses qu'ils devraient être... Vous savez, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas les aides de la région. Il y en a énormément, on a l'impression que nous, mais si. Il y a beaucoup de personnes, d'entrepreneurs qui ne connaissent pas. Donc forcément, ils sont en difficulté. Et là, c'est à nous, je pense... Alors, on a mis en place ces antennes de proximité. Ouais. Alors, pas encore partout sur l'ensemble du territoire. La plus proche ici, c'est je pense qu'il y a au niveau de la CEA sur... je pense à Arras, comme je suis d'études, j'ai un doute. Mais sinon, après, il y a... Arras, mais c'est méconnu. Voilà. Mais en fait, on a voulu, donc là on est en train de le développer, mais de dire à un moment, la région c'est pas que Lille, c'est pas que Amiens, c'est sur les territoires.
Et on travaille souvent via les agglomérations parce qu'aujourd'hui l'agglomération est devenue importante, c'est devenu on va dire le phare au milieu de la ville pour les chefs d'entreprise et ça permet vraiment de les accompagner. Il y a un accueil, il y a des techniciens de la région. Et ce que je veux dire aussi, c'est pendant le mandat, avec les élus de terrain, c'est qu'on est aussi devenu technicien. Moi, je suis un peu devenu sur certaines aides parce que clairement, j'ai accompagné les chefs d'entreprise, j'ai fait le dépôt en ligne avec eux parce qu'ils ne savaient pas. Et parfois, sur la digitalisation, j'ai des chefs d'entreprise qui n'ont pas de portable et pas de site internet, ils ne savent pas faire tout ça. Donc, on a su aussi devenir un peu technicien pour les accompagner sur tout ça. Dans ton job de conseiller régional au cours de tes mandats, tu es dans un CIVOM, hein, oui, c'est ça? Je suis vice-président. C'est quoi la différence dans le travail au quotidien d'un conseiller régional et de quelqu'un qui est adjoint au maire, comme tu l'es aussi dans ta commune? C'est quoi la différence? Le boulot d'ailleurs entre les élus locaux, les maires et la région, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on va améliorer? Quoi alors déjà, le job d'élu local, la problématique, c'est qu'un élu doit répondre à tout. Alors, on a nos missions quand on est adjoint, on a nos missions quand on est conseiller régional ou quand on a d'autres missions, et c'est réussir à trouver une solution pour tout. Alors, la chance d'être conseiller régional et adjoint permet aussi de toucher un peu plus de choses. Mais au quotidien, c'est vraiment d'accompagner sur les différentes demandes. Alors, malheureusement, nous, la région, on n'a pas toutes les compétences. Moi, j'ai eu pendant le mandat des difficultés sur les questions sociales, où aujourd'hui, on n'a pas pu répondre, mais par rapport au réseau d'élus, je connais un conseiller départemental qui a pu m'aider, etc. Et tout. On a pu accompagner ces personnes, même si ce n'était pas de nos compétences. Parce qu'aujourd'hui, le politique doit accompagner les gens. Et on le voit très bien avec les élections, etc. C'est qu'on n'a pas suffisamment de connaissances sur l'ensemble des missions, même si on essaie de le dire au quotidien. Donc notre rôle, c'est accompagner au quotidien, mais aussi d'orienter vers les bonnes personnes, les bons interlocuteurs. Et c'est la chose qu'on a été forcé de faire pendant tout le long du mandat, c'est vraiment d'être proche des gens et les accompagner sur leur demande au quotidien. Toi, par exemple, il y a des apprentis ici, tes salariés, ils ont une formation qui a été... ils viennent de où? Comment tu trouves tes salariés? Alors oui, ils ont des diplômes, ils sont diplômés. Moi, j'ai que des professionnels. Donc, j'ai un boulanger pâtissier, j'ai une pâtissière. Après, j'ai des vendeuses. Mais ces vendeuses-là ont été formées sans formation. Ils n'ont pas été formées. Ils ont été, ils ont été de boulangerie en boulangerie. Et c'est comme ça qu'ils se sont formés dans le tas, comme on dit. Bien sûr, oui. Ils n'ont pas eu cette formation. Mais alors que une formation, c'est important. Former quelqu'un, c'est hyper important. Et c'est ce qui va permettre à la personne de savoir déjà d'une ce qu'elle veut et de deux d'être justement dans le chemin du professionnel. Donc, c'est aussi pas de problème de recrutement, tu recrutes comment? J'ai un souci, j'ai beaucoup de soucis par rapport dans le métier de boulangerie. Ouais. Le boulanger, la boulangerie, c'est un travail de nuit. C'est compliqué le travail de nuit. Et puis j'ai l'impression que la génération qui arrive, travailler de nuit et les week-ends, c'est pas trop. Et puis tu as une double difficulté, puisqu'il y a le travail de nuit, puis aussi les problématiques de mobilité pour ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer la nuit en dehors des horaires, exactement. On va dire, classiques. Exactement, et justement, Xavier. On a mis en place plusieurs dispositifs. Exactement. Et sur le nouveau mandat qu'on souhaite accompagner. Alors déjà, l'opération En route pour l'emploi, j'imagine que tout le monde connaît, même s'il faut encore... Non, mais tu peux le rappeler. Voilà, le but, 1 euro pour avoir un véhicule quand vous n'avez pas forcément une solution ou si votre véhicule est en panne. Moi, j'ai pu en remettre beaucoup de clés, des personnes qui étaient vraiment embêtées parce qu'ils avaient un emploi, mais ils n'avaient pas le véhicule. Et comme ils n'avaient pas l'emploi, le banquier ne voulait pas prêter l'argent pour acheter un véhicule. Donc voilà, c'est important de répondre à cette problématique et on a su le faire rapidement et on a mis en place, et d'ailleurs le dispositif fonctionne très bien, on a beaucoup de demandes et il va être renforcé également et on va le mettre en place dans ce que je disais tout à l'heure, dans les agglomérations, mettre à disposition directement dans les territoires des véhicules à disposition pour aider les nouveaux embauchés à vraiment obtenir leur emploi et avoir un frein, limiter le frein à la mobilité. Je pense que c'est essentiel.
Parce qu'encore une fois, il n'y a pas que Lille et Amiens, il y a aussi parfois dans des secteurs un peu plus ruraux, où voilà, ici on est dans une boulangerie. Non, il n'y a pas de bus à 3h du matin à la ville, j'imagine. Exactement. Le premier bus, je ne sais pas à quelle heure il est, peut-être à 7h du matin. Voilà, mais voilà, le trail, malheureusement, ici ne commence pas à 7h. Donc voilà, c'est pour répondre à toutes ces questions de mobilité. Et aussi un jeune voilà, qui est en formation. On souhaite vraiment l'accompagner et c'est pour ça qu'on cherche 90% du permis de conduire. Parce qu'il n'a pas forcément les moyens de payer son permis. Ici, tes salariés viennent comment d'ailleurs Ils font du covoiturage non? J'habite pas très loin. Ils sont à côté. Ils sont sur D'accord. Arras. Donc, mon apprenti, non, il est dans un village d'à côté, je sais plus. Oui. Mais il vient en voiture. Il a 21 ans, il a sa voiture. Oui, mais là, il a 21 ans. Après, il faudra aussi qu'on réfléchisse. Parce que j'étais avec un maire la semaine dernière et on parlait, on était sur le trottoir. Et là, ce qu'on disait il y a 5 minutes sur le rôle de l'élu, une dame s'arrête, monsieur le maire, est-ce que vous avez vu pour le contrat de mon fils, etc. Et il dit bah non, écoutez, j'ai pas eu de piste, etc. Parce qu'il cherchait en boulangerie. Malheureusement, c'est pas dans le secteur, donc je l'aurais présenté. Mais il me dit ah bon, puis la dame elle dit bon, je sais pas s'il va faire boulangerie, parce que vous comprenez, moi il faudrait que je me lève tôt pour aller le conduire. Donc il faut qu'on réfléchisse aussi sur ça, sur la question de mobilité, pour pas que ça soit un frein vraiment. Le jeune, s'il a envie d'être boulanger, il faut qu'il fasse boulanger. Voilà. Parce qu'il va aller dans un cursus scolaire et on va le retrouver à 21, 22 ans, peut-être en fac, et il va se dire bah non, en fait, c'est pas ça que je voulais faire, et on le voit de plus en plus malheureusement. Et voilà, il faut qu'on arrive à accompagner les jeunes aussi sur cette mobilité et aider l'apprentissage. Alors là-dessus, qu'est-ce que peut faire la région? Parce que dans ce millefeuille, etc., entre tu es au lycée, tu veux t'orienter, tu prends une mauvaise orientation. En quoi la région peut intervenir dans des formations à un moment donné du cursus, entre le cursus scolaire et universitaire? Qu'est-ce que peut faire la région? Parce que c'est pas directement sa compétence. Là, on est d'accord, c'est la formation qui est la compétence dans la région. Les universités, c'est pas la région. Donc comment on intervient? L'une des choses qu'on a mis en place, c'est proche orientation. C'est-à-dire qu'on a mis en place des ambassadeurs. Donc une personne a un métier, je t'invite à le faire dès l'année prochaine. Voilà, mon métier, c'est chef d'entreprise, je suis artisan. Voilà ma boutique, voilà mon quotidien, voilà ce qui se passe, etc. Et on présente devant les jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, alors moi j'ai connu le CIO il y a déjà 15 ans, mais c'était des fiches. C'est quoi le métier de banquier, qu'est-ce qu'il fait son quotidien, etc. Non, à un moment donné, il faut avoir des gens en face de soi pour parler du quotidien. Donc ça, c'est des gens en amont et ça, c'est très important. À un moment donné, dire aux jeunes, ah oui, j'ai envie de faire ça, bon, et ça fait un contact. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas tous dans notre entourage un chef d'entreprise qui peut accompagner ou même recevoir même une journée. Il y a des stages en troisième, etc. Mais même voilà, discuter, avoir des connaissances. Donc ça, c'est déjà en amont. Et après, on a nous, les jeunes, qui on retrouve après. Et en fait, on accompagne avec pas sans quoi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément de formation adaptée à l'emploi qu'ils souhaitent. Et donc, un chef d'entreprise recherche quelqu'un. Le CV ne colle pas forcément, mais peut-être la personne a envie. Et donc là, la région va accompagner sur la formation directement pour payer cette formation, l'accompagner vers l'emploi, les chefs d'entreprise, voire quelqu'un de formé et en plus motivé. Et c'est là où on arrive à récupérer, mais après coup, quelques années après, c'est ce qui est dommage, même pour notre société, concrètement. Si les personnes peuvent être orientées dès le début et avoir la possibilité de découvrir un métier, je pense que c'est essentiel. Tu as ça, mais on l'a vu là avec la crise du Covid aussi. Il y a des gens qui ont envie de changer de vie. Il y a des gens qui ont fait, voilà, ils étaient au lycée, ils sont à l'université, ils sont là en fac, ils ont fait des études de droit. Et puis d'un coup, ils se trouvent une passion parce qu'ils adorent la bouffe, parce qu'ils veulent devenir restaurateurs, ils veulent devenir boulanger. Il y en a de plus en plus. Là, la région, par exemple, elle intervient sur des sujets de ce type-là. Elle peut aider. Elle peut aider, alors surtout sur les créations d'entreprises. Ouais. Parce que là, on le voit, et moi je sens, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent, je veux créer ma boîte. J'en ai marre d'être en concombre, d'être en télétravail, ce que tu disais, sur la cuisine ou d'autres choses. Mais voilà, j'ai envie de me lancer. Et là, la région peut accompagner également. C'est-à-dire sur tout ce parcours de création, déjà être formé à être chef d'entreprise, pas se retrouver tout seul, savoir toutes les bases, la compta, etc. Et là, on sonne où? Alors on sonne, on appelle déjà 0800 02 60 80, le numéro de la région. Ouais. On va sur le site directement et automatiquement on est réorienté via on va dire, une cellule sur le territoire.
encore sur l'agglomération. Généralement, par rapport au territoire, c'est sur ça. Donc ça permet vraiment d'avoir un lien direct, local, si on souhaite créer son entreprise. Et après, il peut y avoir de la formation, comme je disais, avec Passe Emploi, c'est vraiment de former ces jeunes, pas forcément les jeunes, mais des gens qui se réorientent vers un métier. Parce que si Thierry, là, par exemple, après avoir goûté la baguette maison, la meilleure de la région, il a envie de devenir boulanger, tu peux l'aider, lui? On peut l'intégrer via les CFA. Donc on fait le lien avec le CFA pour reprendre une structure qualifiante. Voilà. D'ailleurs, je touche un petit mot, on est à côté d'Arras. Il y a la construction d'un gros centre de CFA qui se construit, et ça, il faut le souligner parce que la région finance à peu près 2 tiers. Je crois que c'est un investissement de plus de 30 millions d'euros. Et sur le secteur, c'est vrai que ça va faire on va dire, du bien sur la formation. Il y en a besoin. Alors, le CFA d'Arras est déjà bien connu, parce que je parlais avec Gabriel Hollander, président des bouchers du Calais, déjà bien connu, et là ça a vraiment amplifié. Donc là c'est aussi l'investissement, on va dire, direct mais indirect pour toucher les personnes, et la région met de l'argent dedans pour aider la formation. Une cliente. On va peut-être prendre une question. On en a plusieurs. Alors là je suis sur mon téléphone, donc c'est peut-être pas idéal. Est-ce que Gauthier, est-ce que vous voulez prendre la parole? N'hésitez pas, il suffit de vous brancher, d'ouvrir votre micro, par exemple. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Oui, Gauthier, oui, merci. Bonsoir, Gauthier. Bonsoir. Alors, j'avais une petite question. Comment la région elle peut nous accompagner dans la création des entreprises, la région de France? Quel type d'entreprise pour démarrer une entreprise ou... Voilà. Ouais, pour démarrer, on a mis en place le chéquier starter. Donc c'est quoi? C'est une aide directe à une personne qui souhaite. Alors, généralement, c'est soit un demandeur d'emploi ou quelqu'un en reconversion, comme on vient de le voir à l'instant, qui va pouvoir accéder à tout un panel de formation au niveau de l'entreprise, et également des prêts à taux zéro, en lien avec les banques, mais qui donnent un coup de pouce, notamment sur la trésorerie, sur le lancement. Et donc il y a tout ce panel d'accompagnement, et qui est dès le début. Il y a également l'accompagnement en formation. Alors, généralement, sur l'entreprise, c'est à partir des 3 ans qu'il y a le développement, il y a cette étape charnière. Et aussi, la région accompagne, je voulais en parler un petit peu parce qu'on n'en parle pas suffisamment, et je pense que c'est bien de sensibiliser les chefs d'entreprise sur ça, sur les difficultés d'entreprise. Je disais, malheureusement, un chef d'entreprise, à un moment donné, il n'est pas forcément à l'aise avec la question. Il y a eu des difficultés, il y a eu un problème avec du personnel, il y a eu du mal à recruter, donc il n'a pas réussi à avoir des marchés, etc. Et la région a plusieurs dispositifs. Tout d'abord, le fonds de premier secours. Alors, je voulais en parler ce soir parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce qu'on a pu aider des entreprises. Tu as beaucoup investi là-dedans. Ouais, et les entreprises, à un moment donné, le banquier dit non, la trésorerie n'est plus suffisante, et en fait, il y a une cellule dédiée au tribunal de commerce qui est mise en place pour vraiment accompagner les chefs d'entreprise, et c'est un prêt de trésorerie qui, clairement, le banquier n'aurait pas dit oui, mais le tribunal de commerce accompagne. Ça donne vraiment du souffle au niveau des entreprises pour qu'ils puissent vraiment répondre. Donc ça, c'est différents dispositifs, et je pense qu'il faut aussi le dire. Et notre job aussi, c'est de dire, voilà, vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à appeler la région, parce qu'on a aussi des solutions pour aider les entreprises. On a des chiffres d'entreprises qui ont été... Alors, comme ça passe par le tribunal, on n'a pas la communication officielle. On les a, mais là, je ne les ai pas sous la main. Mais clairement, souvent, ça fonctionne bien. C'est un prêt jusqu'à 50 000 €, à savoir, donc sur 5 ans. Et ça accompagne vraiment. Et c'est vraiment le tribunal de commerce qui gère en direct. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de rapidité, ça ne repasse pas en commission, etc. Ouais. Parce que souvent, dans ce genre de situation, il faut du cash rapidement. C'est le premier secours, c'est exactement ça. Il y a un massage cardiaque, ça peut sauver une vie. Ouais. L'entreprise, c'est pareil, parce qu'à partir du moment où la banque commence à couper une ligne de crédit, tout s'effondre. C'est ça. Les fournisseurs ne sont plus là, et la boîte s'effondre, et les salariés éventuels partent avec l'entreprise. Voilà. Et donc, c'est tout le rôle. Alors, on a eu la chance d'avoir
responsable du tribunal de commerce de Lille, Augustin, m'excuser, mais qui voilà, fait plusieurs interventions et lui clairement il le dit, malheureusement déjà le tribunal pour un chef d'entreprise, alors que non il n'est pas forcément fautif, il suffit qu'il y ait une seule route principale, alors je ne le saute pas au-delà, mais d'un coup il y a des travaux dans la route principale, voilà, il n'y a pas de déviation, etc., c'est compliqué, ou voilà, ou d'autres problématiques. Voilà, ou une pandémie mondiale, voilà, par exemple. Maintenant, on connaît tout ce qui se passe. Donc malheureusement, Et toi, là, ce genre de dispositif, ça te parle? Tu penses qu'on devrait aller plus loin? J'imagine qu'il y a des trucs qui te touchent, que tu as envie de porter pour aider des gens qui démarrent, des gens qui ont reconstruit des boîtes. Bien sûr, parce que moi j'aurais aimé, en 2016, qu'on me tende la main comme ça, bien sûr. Maintenant, à nous de le faire savoir et de tendre la main, bien sûr. Essayer un petit peu d'être sur le terrain, en fait. Ouais. Je pense que c'est ça qui va faire que le bouche à oreille va fonctionner. Du terrain, essayer un petit peu d'aller voir les personnes, aller voir, je sais pas moi, les organismes comme Pôle emploi, vraiment être... Je pense que le terrain, il n'y a pas... Je pense que aussi les résultats d'hier, il faut le dire. Ouais. Les résultats d'hier, c'est aussi ça. On a fait du terrain, on a fait de la proximité, on a répondu aux problématiques des gens. Alors, les actions, voilà. Et, alors c'est vrai, on dit oui, c'est pas suffisamment connu, mais pendant 6 ans, il y a eu des milliers d'entreprises, des milliers d'emplois sauvés grâce à la région. Et ça, il faut le dire. Donc oui, il faut continuer ce chemin-là et faire connaître les dispositifs de la région pour qu'ils soient encore plus utilisés, parce qu'on ne demande que ça. Parce que nous, on veut les entreprises aider au travail et au développement économique. Moi, j'ai une question, Simon. Je crois que tu es directement impliqué dans Proche Emploi, oui. Pour être Proche Orientation. On a beaucoup dit tout et son contraire au sujet de Proche Emploi. On a surtout dit décrié par certains qui souhaitent attaquer le bilan, mais moi, a priori, j'ai cru comprendre que ça fonctionnait quand même. Alors, qu'est-ce que tu as parlé, je crois, de 20 000 emplois qui ont été attribués, générés, entre guillemets, via ce... 3 villes comme Naville, de personnes qui ont trouvé un emploi. Alors, certains vont dire que ce n'est pas suffisant. Allez dire à ces 20 000 personnes qui ont retrouvé un emploi grâce à Proche Emploi. Alors, moi, je suis coprésident, donc ça fonctionne par territoire. Donc, moi, je suis coprésident de Proche Emploi sur le territoire Béthune-Mouret. Donc on a 2 collaborateurs qui sont en charge de Proche Emploi et qui travaillent vraiment en amont avec les chefs d'entreprise pour les demandes. C'est aussi beaucoup par le bouche à oreille, on appelle les offres d'emploi cachées, le marché caché, de personnes, de chefs d'entreprise qui n'osent pas forcément mettre une annonce directement ou aller Pôle emploi, etc. Et il y a vraiment cette proximité. C'est-à-dire que moi, quand je fais mes rencontres avec les chefs d'entreprise, allez, 95% me disent j'arrive pas à recruter, clairement. Donc moi je dis vous connaissez Proche Emploi? Oui, non, voilà. Je donne le numéro et moi j'ai un retour positif de 80% des chefs d'entreprise. C'est-à-dire que moi quand j'ai livré une offre d'emploi à Proche Emploi, ils arrivent à trouver rapidement. Pourquoi? C'est la proximité et la disponibilité. Alors le dispositif, il mérite d'être un peu plus connu, de grandir. Et là de toute façon il commence à avoir son rythme de croisière de plus en plus. Il faut dire qu'il a été lancé en 2016. Pôle emploi qui était avant la NPE, qui était avant, etc., qui était créé en 1945, voilà, ils ont aussi toute cette armature également. Alors Proche Emploi, le but, c'est pas de concurrencer Pôle emploi. C'est un dispositif différent qui est accompagné. Et dans Proche Emploi, on a aussi des dispositifs, on a des chefs de file métier, c'est-à-dire qu'on a des chefs d'entreprise, là, j'inviterai à faire partie sur le secteur d'Arras, qui va être en lien avec des jeunes qui cherchent de l'emploi et qui vont accompagner, conseiller et aussi faire du réseautage, parce qu'aujourd'hui ça marche beaucoup comme ça. Et donc nous on a construit ce noyau de chefs d'entreprise qui permet de faire connaître le dispositif, aider également en recrutement, parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous appellent. Moi dans l'une de mes missions quotidiennes, on a parlé de social, mais on n'a pas parlé d'emploi. Voilà, monsieur Jean-Bart, qu'est-ce que vous faites pour trouver un emploi? Et clairement, Proche Emploi aide et accompagne vraiment et arrive à trouver des solutions. Et l'autre avantage, c'est à un moment donné, oui, cherche un emploi, mais malheureusement, voilà, dans le territoire, il n'y a pas forcément ce que vous recherchez, vous avez envie de faire autre chose. Voilà, les conseillers de Proche Emploi, ils connaissent tous les dispositifs régionaux de la maison et ils disent, voilà, aujourd'hui vous avez le droit à cette formation-là, je vais vous guider vers un tel, etc. Et c'est vraiment un outil efficace. Alors oui, on a dit tout et son contraire, mais voilà, parce que c'était
un outil créé par M. Bertrand et qu'il fallait peut-être essayer d'abattre M. Bertrand. En tout On cas, a aussi dit que pour trouver un emploi, il suffisait de traverser la rue. oui, également. Mais, Aussi, voilà, c'est un peu réducteur et c'est peut-être un peu trop parisien de dire cela. Mais on est dans une région aussi avec de la ruralité, donc traverser une rue parfois, peut-être aller dans un champ, mais l'agriculteur, il faudrait lui demander. Mais c'est pas non suffisant. Et franchement, le dispositif est vraiment en train de s'intensifier et charge à nous aussi de le faire encore plus connaître et d'accompagner vraiment les demandeurs d'emploi et les chefs d'entreprise qui recherchent quelqu'un pour se développer, et c'est essentiel. Alors moi, je suis très obsédé par les questions de formation. Avec mon autre partenaire de jeu là, des permanences virtuelles, Julien, qui est aujourd'hui derrière les platines, on rencontrait l'autre jour un chef d'entreprise étranger qui veut s'implanter dans les Hauts-de-France. Et la première chose dont il a parlé, évidemment, il a parlé de la logistique, il a parlé des terrains, du foncier, toutes ces problématiques, de la fiscalité. Mais l'élément, mais vraiment premier, c'est la formation. Est-ce que vous êtes capable de former? Est-ce que vous avez des filières? Comment est-ce que la région intervient? Puisqu'on lui parlait aussi en tant que région, mais avec d'autres collectivités territoriales qui nous accompagnaient. C'est dans quel domaine? Dans l'aéronautique. Donc, aujourd'hui, par exemple, pour que les gens comprennent, parce que je pense que tout le monde s'y perd un peu. Quand on dit la formation, c'est une des compétences de la région. Ça veut dire quoi exactement? C'est pas que la région, c'est aussi, on a un catalogue de formations, des mises à disposition avec différents prestataires, c'est pas le bon terme, différents intervenants. Ouais. On a les CFA, on a les... Donc les CFA, parce que les abréviations, c'est à bannir. Donc CFA. Centre en formation d'apprentis. Voilà. Alors ça c'est plus pour les jeunes, mais Top. aussi l'apprentissage, il faut le dire, est ouvert un peu plus large, on est jusqu'à 30 ans maintenant, parce qu'il faut la reconversion, on en parlait tout à l'heure, je pense que c'est essentiel. On a aussi lien avec les universités, et donc on essaye d'offrir tout ce panel. Après sur les questions spécifiques, là je ne peux pas intervenir moi directement, c'est directement en lien des techniciens en région pour ces différentes choses. Par contre, ce qu'il faut dire également, alors même si c'est beaucoup sur la formation, plus sur la création de l'implantation, mais c'est qu'on a aussi dans nos services, alors je prends leur France Invest par exemple, sur les investissements étrangers, ça c'est très important. Qui aide à l'implantation. Ils étaient d'ailleurs avec nous. Voilà, je m'en doutais parce qu'ils sont facilitateurs de ce genre de projet. Dans le bouclage du dossier, dans l'ingénierie du dossier global. Voilà. Clairement, c'est de dire venez plutôt en Hauts-de-France qu'ailleurs. On aime bien notre région, on aime bien nos voisins anglais, nos voisins belges, mais on préfère qu'ils viennent en Hauts-de-France, terre de travail et de l'avenir. Alors, cela dit, sur d'autres, c'est à la marge, mais sur des dossiers, il y a eu malheureusement, il y a eu des fermetures. Et à chaque fois, la région s'est battue. Xavier Bertrand s'est toujours battu pour chaque entreprise qui, malheureusement, a dû fermer ses portes. Il y a eu souvent des plans d'aide qui ont été co-construits avec la région pour aider au reclassement des salariés. Alors, on sait, par exemple, il y a notamment le projet aussi d'implantation des batteries qui n'est pas si loin d'ici à Douvrin. En fait, il y a deux exemples dans mon territoire. Alors, un malheureux qui s'appelle Bridgestone. Donc, moi, je suis de mon territoire et j'ai toujours vécu en territoire, j'ai toujours connu la cheminée Bridgestone et des amis, de la famille, générations y ont travaillé, que ce soit l'été ou toute leur carrière. Et on a l'implantation d'usine de batterie à Douvrin. Donc, l'une des premières usines, et après, il y en a une deuxième sur Renault. Et sans l'influence de la région et de son président, Xavier Bertrand, jamais il y aurait eu l'usine de batterie de Douvrin, parce que Bruno Le Maire souhaitait, vous voyez, plutôt sur l'Est. Donc voilà, ça c'est l'influence du président Bertrand qui a permis vraiment cette implantation dans le cœur du territoire, à un quart d'heure de Béthune et donc un quart d'heure de Bridgestone. Et ce qu'on a fait également, alors on s'est battu jusqu'au bout pour Bridgestone. Le président a été présent, plus que présent, et accompagné. Il s'est battu concernant aussi PSE. Son influence a été déterminante pour que voilà, les ouvriers Bridgestone, il faut le dire, n'ont pas brûlé un seul pneu, n'ont pas cassé le matériel, sortent la tête haute de cette histoire. Et sans l'influence du président, on n'en pas ici. Donc moi, sur mon territoire, j'ai ces deux exemples-là
d'influence de la région, l'influence du président alors sur une entreprise qui vient s'implanter. Et ce n'est pas qu'une entreprise, c'est l'avenir de l'automobile dans notre région. Je crois que c'est plus de 60 000 emplois dans notre région qui dépendent rien que de l'automobile. Bien sûr. Comme on le sait que le moteur thermique aura un jour... on devra tourner la page. Et malheureusement, là, il y a une problématique européenne qui est à reposer parce que l'Europe veut qu'on arrête le moteur thermique plus tôt que ce qui avait été décidé par la France. Donc bon, là, c'est un débat qui sort des compétences régionales, mais c'est quelque chose qui est quand même assez scandaleux. On peut être pro-environnement, mais comprendre aussi que, d'une part, derrière, il y a beaucoup plus de salariés avec des moteurs thermiques. Malheureusement, les moteurs électriques, c'est pas du tout, en termes de manœuvre, c'est pas la même chose. Et puis, il y a des gens qui utilisent les voitures. C'est que quand on voit ce qui se passe notamment dans certaines municipalités, et je pense en particulier aux métropoles, où ceux qui ont des voitures qui sont trop âgées n'auront plus le droit de traverser les villes. Là aussi, on est dans des inégalités, dans des fractures qui sont un peu insupportables à mon avis. Et donc, je sais qu'on est en dehors des compétences de la région, mais c'est intéressant, ça. Malheureusement, c'est pour rappeler que ça a des conséquences aussi directes sur l'emploi, dans des entreprises, chez des sous-traitants, pendant toute la filière. Et ça, c'est essentiel d'avoir eu cette vision à long terme. Moi, je me souviens toujours quand le président Bertrand est venu en commission nous présenter le projet. On n'avait pas la formation avant parce que c'était on va dire, un peu secret, top secret. Mais c'est aussi d'avoir cette vision à long terme. Faire du court terme sur des petites choses, etc., c'est bien, peut-être que les gens sont contents, mais de réfléchir à dans 10, 15, 20 ans, la région de demain, et ça c'est essentiel. Et c'est la chose qu'on a voulu faire déjà depuis le début du mandat et qu'on continue à faire, d'avoir cette vision pour demain et cette anticipation, ce qui est essentiel. On va parler un tout petit peu des territoires. Alors toi, Hinges, tu racontes un peu où ça se trouve. Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous devez vous battre, et pour lesquels vous allez vous battre un peu pour nous tous? C'est bien que tu en parles parce que Hinges, commune juste au nord de Béthune, a été lauréate d'un appel à projet de la région, la rénovation des centres-bourgs. Donc la région Hauts-de-France a mis quelques millions d'euros pour la rénovation des centres-bourgs de plus d'une centaine de communes dans la région. Donc, pas des villes, mais des villages plus, comme on peut les appeler, donc nous on les appelle les centres-bourgs. Et donc on est, notre petit village de 2500 habitants, accompagné par la région de France. Alors déjà accompagné sur tout ce qui est cahier des charges de comment redynamiser un centre-bourg avec l'aspect commercial. Donc on a eu la chance d'avoir un cabinet qui vient auditer la commune, nous donner les chemins, etc. Chose que nous, élus, on n'aurait peut-être pas forcément pensé à faire ou eu 30 ou 40 000 euros à mettre dedans, clairement, parce que la petite commune a d'autres préoccupations. Et ensuite, la région de France va accompagner sur les différents travaux pour redynamiser par rapport à toutes les préconisations qui ont été faites par rapport à cette étude. Donc il y a plusieurs communes qui ont été lauréates de cet appel à projet. 3 dans mon territoire, alors moi je ne sais pas malheureusement, mais voilà, c'est jusqu'à 1 million d'euros que la région aide au niveau des communes. Donc, franchement, sans ça, on ne pourrait pas construire mon village de 2030 à 2040. Clairement, là, on est en train de se projeter au village de demain, comment il va arriver, la nouvelle population, on va sûrement passer le cap des 3000 habitants dans les 10 ans, comment anticiper tout ça, et sans la région, on n'aurait pas pu le faire. Et donc, dans 10 ans, on a peut-être été face à un mur, parce qu'il y a des choix stratégiques, il y a de l'implantation commerciale, les routes à faire, etc., dans certains secteurs. Donc ça, la région a pu accompagner, et elle accompagne. Alors moi, j'ai un boucher qui va arriver là prochainement, j'ai hâte, parce que ça fait 2 ans que la boucherie est fermée. Et elle va être accompagnée clairement sur l'investissement dans sa boucherie. C'est un jeune de 27 ans qui s'est lancé et qui va être accompagné également par la région. Voilà quelques exemples sur du local, sur un petit village que la région peut aider au quotidien. Ici, il y a des besoins. Qu'est-ce que peut faire la région pour le village dans lequel on se trouve? Actuellement, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. On va être transparent. Moi, je ne sais pas encore. Je fais partie de la société civile. Ouais. Je ne connais pas encore très bien les dossiers. Donc Non, mais vu en tant qu'utilisatrice, en tant que consommatrice, en tant que citoyenne, comme ça, qu'est-ce que tu
Voilà, s'il y avait un projet, pas un coup de baguette magique, mais la possibilité, toi, de faire quelque chose. Voilà, les habitants, je ne sais pas, ça votait comment ici d'ailleurs. Il y a eu beaucoup d'abstention, j'imagine, comme partout en France et partout dans les Hauts-de-France, mais il y a un sentiment aujourd'hui qui est plutôt le cas dans la commune. Les jeunes, est-ce qu'il y a des besoins, tu vois, des demandes je sais pas, j'arrive ici, mais on est à combien de kilomètres d'Arras? On n'est pas très loin. On est à 5 kilomètres. Donc il y a l'accès à Arras. On a quand même, il y a quand même les transports, on a quand même... Oui, puis il y a une salle magnifique à Arras. Il y a un endroit où je suis allé, où le comité régional du tourisme avait organisé ses assises annuelles, puisque Frédéric Le Turc est président du comité régional du tourisme. Ouais. Il y a une salle superbe qui a été construite récemment, où je suis allé il y a 3 ans, je crois, pour un comité régional du tourisme. Ah, c'est Arto Expo. Oui, qui a un très très grand site. Où je crois Arto Expo. Je pense qu'il y a eu des financements de la région. C'est ça. Peut-être, je ne vais pas m'avancer, mais voilà, qui a un outil, c'est un multiplayer. Enfin, on peut y organiser des conventions, des séminaires. Éric Orsena était venu d'ailleurs, l'écrivain, pour le prix Goncourt, pour intervenir à l'occasion de ces assises du comité régional du tourisme. J'en profite pour dire un mot sur le tourisme ici. Moi, il se trouve que je suis votre colistier dans la Somme, donc un peu loin, mais j'interviens un peu partout dans les Hauts-de-France. On n'est pas si loin. Non, on est à d'autres parts. Mais en revanche, j'ai porté, en tant que vice-président de l'association Arrêt Jardin Hauts-de-France, des projets de jardin dans le cadre de notre opération Jardin de la Paix. Et évidemment, ici, dans la Rajoie, on en a porté plusieurs et on travaille beaucoup avec une structure vraiment merveilleuse qui est le Commonwealth War and Grave Commission, qui est à côté d'ici, qui est un gros employeur, qui forme beaucoup d'artisans d'ailleurs, des forgerons, des menuisiers. Ce sont en fait tous les salariés, qui sont pour la plupart sont français, qui entretiennent les cimetières du Commonwealth. Je vous invite à le visiter. Ils font beaucoup, alors là pour le coup, il y a beaucoup de formations, et vraiment dans du très bel artisanat. Et c'est à 2 pas d'ici. Donc moi j'ai cet attachement, en plus du jardin anglais qu'on a créé ici à Arras. Il y a cette unité qui est merveilleuse, parce que pour le coup, dans les métiers qu'on a envie de faire demain, il y a des métiers qui sont autour des métiers de bouche, de la boulangerie, de la boucherie, dans les cuisines des restaurants. Puis après, il y a tous ceux qui peuvent aussi avoir envie de travailler avec leurs mains, de l'artisanat vraiment traditionnel. Et on a la chance, c'est le centre mondial. Cette structure, elle intervient dans le monde entier, puisqu'il y a déjà des milliers de cimetières du Commonwealth dans le monde. Mais c'est ici qu'on fait aussi de la taille de pierre. Voilà. Donc c'est vraiment un très très beau projet. C'est à Borin. Ouais, à Borin, exactement. Je vois que tu connais des bons endroits. Là où il y a des bons artisans, tu connais. Et c'est vrai que le tourisme ici est très très important. Moi j'adore, c'est vrai que les places d'Arras sont fantastiques, c'est quand même un joyau. Il y a une situation qui est exceptionnelle. On a en plus quand même, à l'époque où tous les TGV marchaient, il y avait un accès aussi vers Paris, qui était extrêmement pratique. C'est une ville très très dynamique, Arras, c'est vraiment des plus dynamiques quand même des Hauts-de-France. Et avec un patrimoine et qui attirait beaucoup les touristes anglais notamment, enfin aussi les Australiens, tous ceux qui viennent pour faire du tourisme de mémoire. Il y a de très beaux établissements, des restaurants. Le Beffroi, la Citadelle. Voilà. Enfin, il y a tellement de choses à visiter sur Arras. Et c'est vrai que Frédéric Le Turc fait un travail remarquable. Remarquable. À la tête du CRT. Ouais. Et je pense que c'est important de continuer à porter ce projet qui fait aussi connaître les Hauts-de-France au-delà des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui, auprès notamment de nos amis parisiens, de nos amis franciliens, qui sont les premiers clients en dehors des touristes des Hauts-de-France qui visitent les Hauts-de-France eux-mêmes. Après, il y a nos amis normands, probablement nos amis belges, maintenant qu'il y a une possibilité de voyager, malheureusement pas encore nos amis anglais.
Mais c'est très très important, et la dynamique de la région, elle est aussi dans des nouveaux projets qui sont portés par le comité régional du tourisme. Je sais qu'il y a tout un travail qui a été fait notamment sur la forêt. Parce qu'il y a une demande sur ce tourisme sylvicole où les gens veulent se ressourcer, surtout maintenant, après la période qu'on vient de traverser, pour voilà, faire un tourisme de proximité, je dirais, dans des endroits où on est loin de la foule aussi, pour vraiment se ressourcer. Et l'appui de la région est vraiment stratégique. Il y a énormément d'emplois dans le secteur touristique sur l'ensemble du territoire, et évidemment sur le littoral. On est ici dans le Pas-de-Calais, donc il y a quand même de très belles plages et de très beaux sites dans la Somme, je le rappelle. Il y a la baie de Loti, voilà. mais il y a aussi la baie de Somme. Il y a Saint-Valery, que je recommande toujours, qui est superbe. Bon, il y a d'autres sites ici à côté, avec beaucoup de colistiers. Hein. Il y a Daniel Fascal, qui est le maire du Touquet. Oui. Il y a... Qu'est-ce qu'on a comme autre colistier qui dirige Jean-François Rapin également, qui connaît tous les sujets au niveau du littoral. Donc ça, oui. Qu'on a reçu d'ailleurs dans notre permanence Café du Marché il y a 2 semaines, je crois, et pour parler beaucoup aussi du combat qu'on mène pour nos pêcheurs, et notamment du problème des licences, qui est un problème majeur. Xavier Bertrand s'est battu pied à pied, il continue à se battre pied à pied. On est très loin d'ailleurs des déclarations de nos amis ministres touristes du gouvernement qui venaient ici passer le week-end, et qui malheureusement... Ils sont partis ce matin par TGV à Arras. Voilà. Et donc j'espère qu'on va les revoir sur la question des pêcheurs parce que on attend les licences. Déjà ils vont venir voter dimanche. Oui, ils vont venir dimanche. Oui, c'est vrai. J'espère qu'ils vont. Oui, ils ont annoncé qu'ils avaient voté pour Xavier Bertrand. Alors c'est bien, mais ce qu'on attend, c'est les licences. Aujourd'hui, il y a toute cette problématique sur le littoral où les licences avaient été promis. Aujourd'hui, il y a 100 licences pour la pêche. Et voilà, à un moment donné, il faut. Avec une absurdie quand même réglementaire. Oui, alors, évidemment. Je vais citer Natacha Bouchard, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé aussi sur ces questions, qui est plus que mobilisée pour défendre aussi l'ensemble du secteur. Puisque je rappelle que les ports de Boulogne et de Calais sont un port, que d'un côté on a un port qui est plutôt un port de pêche, et il y a aussi les pêcheurs d'étaples, évidemment les pêcheurs qui sont aussi plus bas dans les Hauts-de-France, et qui sont confrontés à quelque chose qui est vraiment une folie. Aujourd'hui, vous êtes obligé de démontrer, vous avez été un petit pêcheur, on vous demande de prouver que vous êtes allé pêcher dans les eaux territoriales britanniques avant le Brexit, de manière à ce qu'on vous donne une licence. Et malheureusement, il y a eu une négociation très imparfaite qui a été menée sur la question. On n'est pas allé suffisamment loin dans la précision, ce qui fait que vous êtes pêcheur, vous n'avez pas de GPS, vous n'avez pas... C'est quoi, comment vous pouvez prouver ça ? Vous ne pouvez pas, et on vous dit, ben non, pas de licence. Et aujourd'hui, on a un blocage qui est terrible. Alors par chance, on a des gens qui, dans le concret, effectivement, se battent, comme Jean-François Rapin, comme Natacha, et qui interviennent, donc pour Jean-François Rapin, qui, je rappelle, est sénateur, il est conseiller régional depuis 3 ou 4, plusieurs... Hein, on va pas le dire. Et qui se bat au quotidien pour défendre, là aussi, des artisans. Parce que derrière les métiers de la pêche, il y a ceux qui pêchent, qui sont en mer, mais il y a aussi toute l'industrie de transformation de la pêche, qui est très très importante. Boulogne, c'est le premier site de transformation de produits de la mer en France. C'est un des plus gros centres en Europe, peut-être le plus grand centre d'Europe. Hein. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose d'absolument qu'il faut rappeler. Parce que cette manière, effectivement, de se battre pour les habitants, il y a les compétences, et on a rappelé tout à l'heure à quel point, parfois, c'était extrêmement confus. Et à quel point, pour un électeur, de savoir ce que fait le département, ce que fait la commune, ce que fait l'État. Quand vous êtes dans la rue, toi qui es dans un CIVOM, quelles sont les compétences du CIVOM aujourd'hui? On se souvient, il y a très longtemps, les ordures ménagères, c'était le CIVOM. Dans certains cas, ça n'est plus le CIVOM, on est bien d'accord. Bon. Mais très sincèrement, quand vous êtes chez vous,
que vous ne connaissez pas l'univers administratif, la strate politique, voilà, comment vous voulez interroger? Nous, ce qu'on essaie de faire, et c'est pour ça que cette équipe, en plus, qui est très soudée, avec des compétences, des histoires différentes. Toi, ton histoire, vraiment, il est évident que tu n'appréhendes pas la politique de la même manière que quelqu'un qui est tombé dedans tout petit. Et donc, tu as une vision, effectivement, qui est proche des gens. Cette idée de proximité, elle est essentielle. C'est important. Donc, voilà. Je vais vous laisser le mot de la fin. Chacun, Thierry, peut-être si tu veux, on a encore quelques minutes. Si vous avez envie de dire quelque chose à celles qui nous suivent, vous pouvez le faire. On peut te parler un tout petit peu de politique. Je vois que ici, c'est une boulangerie qui est très très demandée parce qu'aujourd'hui, on a privatisé. On a refusé au moins 10 clients. La prochaine fois, on marquera c'est fermé quand même. On vient de très loin. On vient de très près de la proximité, mais bon, quand il y a la qualité. Il y a un regard surpris des gens qui disent tiens, on est lundi, c'est ouvert. Voilà, c'est ça. Exactement. J'ai envie d'une bonne baguette. Voilà. Ils repartent déçus. Ouais. Voilà. Bon. Demain, c'est ouvert. Voilà, nous on est dans la vie, hein, on n'est pas... on va appeler, je pense, une fois de plus quand même à la mobilisation. C'est ça. Parce que rien n'est jamais gagné. C'était un premier tour. Il ne faut rien lâcher. Donc vous êtes tous les deux, toi, à quel point tu es une femme de combat, toi un homme de combat. Exactement. Non mais il faut se battre alors jusqu'au bout. Alors depuis hier soir, je reçois beaucoup de messages de félicitations. Je dis non, il ne faut pas féliciter. Le travail qu'on a fait pendant 6 ans, alors c'est un travail dur. Et là, la vraie félicitation, ce sera alors, rapidement dimanche soir, parce qu'il faut continuer à se mobiliser, faire encore mieux, parce qu'on l'a vu pendant tout au long de cette campagne, pendant tout le long de ce mandat, les vraies personnes qui se battent pour vous, pour les habitants de Hauts-de-France, c'est vraiment notre liste et la liste avec Xavier Bertrand. Donc ça, c'est essentiel de dimanche d'aller voter. Alors oui, il y a eu beaucoup d'abstention un peu partout, mais il faut vraiment dimanche que les gens aillent de nouveau remettre le bulletin de vote Xavier Bertrand et la liste se battre pour vous, et que ceux qui souhaitent et qui comprennent la dynamique et par rapport à la campagne qu'on va encore faire cette semaine, parce que nous on va continuer, on va être présents, de montrer que voilà, on est là pas seulement le temps d'une campagne, on ne fait pas les allers-retours Paris-Hauts-de-France, on est là au quotidien pour être aux côtés des habitants de Hauts-de-France. Donc dimanche, on compte vraiment sur vous pour qu'on puisse amplifier la dynamique du premier tour et pour que voilà, pendant les 6 prochaines années, on continue à se battre pour vous. J'étais très très heureux de venir à Dainville avec Mabrouka. Vraiment, je suis très content qu'on fasse équipe. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, nous serons dans le Nord. De nouveau avec Julien et Thierry. On sera avec Frédéric Motte. Et on va parler de nouveau entreprise parce que lui aussi, c'est un homme d'entreprise. Il vient aussi de la société civile. Et donc, voilà, 1 heure d'entretien demain. Je vous donne rendez-vous à la même heure, je crois, à confirmer, à suivre sur Twitter et sur Facebook. Merci à vous tous. À demain.